Oui, nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures pour analyser la situation géopolitique et l'internationalisation du conflit. Nous sommes en train de parler de cette première question. Fallait-il attaquer l'Iran? Dans un instant, on parlera de l'escalade. Est-ce que vous craignez une escalade? Et puis la troisième partie, on parlera de la France. L'implication de la France. Est-ce que la France doit s'impliquer? Comment elle doit s'impliquer? Est-ce qu'elle a saisi effectivement ce qui se passe au niveau géopolitique? On en parlera dans un instant, notamment avec Farid Vaïd, qui est chercheur en relations internationales et qui est ici dans le studio d'Europe 1 avec nous. Nous sommes avec Sepideh Farsi, réalisatrice iranienne, et on vient de raccrocher avec Emmanuel Razavi, et on a en ligne dans un instant, on le prend, Guillaume qui nous appelle d'Occitanie. Et vous aussi réagissez au 01 80 20 39 21 12h04. Vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Avant de joindre Guillaume qui nous appelle d'Occitanie, Thomas Bonnet, lorsque vous entendez à la fois Emmanuel Razavi qui dit que jamais la solution diplomatique n'a fonctionné avec ce régime, lorsque vous entendez Sepideh Farsi qui dit oui mais moi j'entends le cri aussi de ces civils qui sont bombardés, qu'est-ce que vous vous dites? Fallait-il attaquer l'Iran? Non, mais c'est un débat très intéressant et j'entends parfaitement vos réserves sur le sort des civils. Et effectivement, c'est plus simple pour nous depuis ce studio de dire que c'était une bonne idée d'attaquer que quand on est un civil et qu'on subit ces bombardements. Mais il y a aussi la question du pouvoir de nuisance de l'Iran. On a parlé du fait que c'est un narco-État, qu'il finance, qu'il sponsorise le terrorisme. Et je pense par exemple à la question fallait-il attaquer l'Iran quand vous êtes Israël? La réponse, elle est indéniablement oui. Dans les textes fondateurs du régime islamique d'Iran, il y a l'annihilation de l'État d'Israël. On apprend en plus via Emmanuel Razavi et par d'autres indicateurs qu'il pourrait y avoir eu des risques que l'Iran, le régime iranien, possède la bombe nucléaire. Quand vous êtes Israël, forcément, vous vous dites qu'il faut couper court à ces dispositions et à ces risques pour eux. Et je donne la parole dans un instant à Sepideh Farsi, mais d'abord, Guillaume, vous nous appelez d'Occitanie et vous nous dites que vous avez habité en Iran pendant 3 ans. Quel regard portez-vous sur cette situation à l'heure qu'il est? Oui, bonjour Christine. Eh bien, écoutez, je suis enfin, si l'on peut dire, content dans la mesure, c'est complètement difficile de dire quand on est content, quand un conflit démarre. Mais ça fait tant d'années que le peuple iranien, qui était très divisé jusqu'à présent, mais qui a apparemment quand même réuni pour pouvoir se débarrasser de ce régime. On ne peut plus parler d'humanité, c'est inhumain, mais à puissance. Moi, j'ai vu trop de... Bon, moi, pour des broutilles, ils ont essayé de m'encabaner, de me mettre en prison par 2 fois. La deuxième fois, j'étais à -5. Pourquoi, Guillaume? Pour des bêtises. J'étais dans l'aéronautique et parce que je disais quelque chose à un garde que j'avais à bord qui ne plaisait pas, parce que un commandant de bord, c'est le patron à bord de l'avion, ça lui plaisait pas, boum, et bien on cherchait des problèmes, quoi. Oui, vous avez senti la pression sur place, le manque de liberté. C'est terrible, une surveillance totale. On habitait dans un immeuble, il suffit qu'on allait regarder ce qu'on jetait dans la poubelle, savoir si on jetait des choses qu'on ne devait pas voir. Mais c'est terrible, terrible. Moi, j'ai dans mes tablettes, dans des temps d'amis dont j'ai gardé, avec qui j'ai gardé des relations, j'ai encore des photos en tête et c'est même... Des photos, c'est-à-dire quel genre de photos? Qu'est-ce qu'il y avait sur les photos? De dos labourés par les coups de fouet. Ah oui. Je me souviens très bien d'un chef de cabine parce que il défendait, il parlait bien et d'une manière positive d'Israël, etc. Bon, sa maman était juive, lui était converti au christianisme et il était tellement exalté, je passais très souvent mon temps à le calmer. Il avait été condamné à 120 coups de fouet. J'ai encore vu, il m'a montré. Enfin, j'ai vu des gens massacrés, qui travaillaient comme ils pouvaient dans des magasins. Ce sont des dizaines d'années de souffrance d'un peuple qui était avec une petite caste qui était bien arrosée sur le plan financier et qui vivait la corruption. C'est un peuple qui a souffert énormément. Question, Guillaume, on sent effectivement que vous avez été témoin de cette souffrance d'un peuple. Est-ce que vous pensez concrètement, Guillaume, vous qui avez vécu 3 ans en Iran, qu'il peut y avoir une solution avec justement ce qui se passe en ce moment? On peut espérer, mais est-ce qu'on peut effectivement, parce qu'on a Sepideh Farsi qui disait, regardons un peu l'Afghanistan. Maintenant, l'Afghanistan, ils ont rétabli l'esclavage avec les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous pensez que ça peut... oui, dites-nous. Votre regard. On est très loin de là, Christine. C'est que ce peuple est un peuple éminemment cultivé. C'est un peuple ingénieux. C'est un peuple
ils sont 90 millions de personnes, 2 fois la France, des richesses énormes, que ce soit même en matière de tourisme, enfin tout ce que vous voulez. Et ce sont des gens très, 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 très attachants, très, très attachants. J'ai gardé de bonnes amitiés. C'est pour ça que c'est une affaire qui m'émeut particulièrement. Enfin, et souhaitons, et pourtant, je ne suis pas forcément pro Tel Aviv ou pro je sais pas quoi, peu importe. La question, c'est qu'il faut se débarrasser de toute cette caste qui s'est incrustée à la tête de ce régime-là. Et après que les Iraniens se rassemblent comme le prétend et comme voudrait le faire le prince héritier, faire des assemblées constituantes, des élections, puis que les Iraniens choisissent, est-ce qu'ils veulent une monarchie constitutionnelle à l'espagnol ou à la nordique, enfin ce que vous voulez, ou alors une république laïque. Alors on va se poser la question, d'ailleurs, dans un instant on aura Davoud Pahlavi, le neveu de Reza Pahlavi, en exclusivité, là pour nous, sur Europe 1. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir témoigné effectivement votre vécu en Iran et cette souffrance du peuple iranien que vous avez pu vivre lorsque vous avez vécu sur place. Sepideh Farsi, je me tourne vers vous, réalisatrice iranienne, vous êtes à Studio d'Europe 1, votre film, je rappelle, de Put Your Soul on Your Hand and Walk, qui a été sélectionné au Festival de Cannes. Comment voyez-vous demain en Iran la suite? La suite, c'est d'abord laisser, en effet, au peuple iranien l'occasion de se prononcer, d'avoir un espace ouvert. Je rappelle que ce régime dont je pense on est assez d'accord tous sur la nature dictatoriale, c'est le moins qu'on puisse dire, a tellement fermé l'espace que la dissidence a été étouffée. Là, aujourd'hui, il y a quand même des forces vives, mais qui sont pour la plupart, pratiquement toutes emprisonnées. Donc il faut faire sortir les prisonniers politiques. D'ailleurs, c'est une des menaces imminentes dont je voulais parler, c'est que le régime commence à exécuter les dissidents. C'est une chose. Alors il y a une vague d'arrestations massives qui a eu lieu depuis fin décembre, depuis le début du soulèvement. Et puis il y a ceux qui étaient déjà en prison. Donc on a les chiffres varient, mais je pense qu'il y a plus de 50 000 quand même prisonniers en tout. Et il faut vraiment se soucier de leur sort, parce que ce régime est capable de tout d'une part. Et d'autre part, s'il y a les dissidents qui sortent et qui ont un espace pour s'exprimer, il va y avoir justement une alternative, multiplicité du regard iranien dont parlait Emmanuel Razavi aussi. En effet, c'est une société très complexe, il y a énormément de voix et la figure de Reza Pahlavi est une des figures éminentes, mais il y en a d'autres aussi. Et il faut que les autres puissent avoir la possibilité de s'exprimer. Parce que M. Pahlavi a plusieurs chaînes de télé, de diaspora, des moyens de communication dont ne disposent pas les autres. C'est ce que je veux dire. Donc pour un débat démocratique à égalité, il faut quand même qu'il y ait une ouverture. Tout à fait. Que j'espère voir venir bientôt. Tout à fait. Mais bon, on en est loin avec ces attaques. Très, très bien vu effectivement de libérer les prisonniers, parce qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques. Sepideh Farsi, réalisatrice iranienne dans le studio d'Europe 1. On marque une pause juste avant d'avoir Davoud Pahlavi, qui est le neveu de Reza Pahlavi, 3e héritier présomptif au trône impérial d'Iran, qui nous fait l'honneur de nous donner son avis. Il est exilé en Suisse depuis des décennies. On marque une pause et on a en ligne Davoud Pahlavi. 11h30, 13h, vous écoutez Christine Kelly et vous sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Il est 12h12 sur Europe 1. Demain, retrouvez la revue de presse avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro. Crédit Agricole présente quand tu es entrepreneur et que la compta est toi. Absolument, merci infiniment Géraldine. On fera un tour dans le studio d'Europe 1 dans un instant, un tour de table. Vous, auditeurs d'Europe 1, surtout n'hésitez pas à nous appeler. Davoud Pahlavi, c'est un honneur pour nous de vous avoir en ligne. Vous avez écrit un livre qui est sorti il y a à peine quelques jours, l'Iran face à ses défis, aux éditions Armand Collin. Vous êtes le petit-neveu du dernier Shah et prince impérial. Vous avez vécu en Iran,
ans jusqu'en 1982. Vous êtes le témoin privilégié des 2 régimes successifs durant votre enfance. Vous contribuez aujourd'hui à l'opposition, on va dire monarchiste, pour une restauration démocratique de votre pays. Question, Davoud Pahlavi, que pensez-vous des événements donc en Iran ces derniers jours? Alors, bonjour à tout le monde déjà, pour commencer. Bonjour. Je suis très heureux d'être là. Je trouve qu'on est dans un moment exceptionnel, inattendu, et on est tous surpris parce que les événements se succèdent très vite. Donc, en 2 jours, on a un espoir d'un changement réel. Mhm. Donc, c'est très émouvant. C'est très émouvant pour tous les Iraniens qui, depuis 47 ans, attendent ce moment-là. Mhm. Donc, moi, je pense que ça va aller très vite. Alors, vous pensez que ça va aller très vite? Vous vous êtes exilé depuis de nombreuses années, de 36 ans, je crois, si ma mémoire est bonne, en Suisse. Quel est votre message pour le peuple iranien, Davoud Pahlavi? Je rappelle que vous êtes le neveu de Reza Pahlavi. Alors, le message principal, c'est qu'il faut qu'on soit tous unis, peu importe les bords politiques et peu importe les idéologies. On doit connaître la valeur de ce qui arrive à notre pays, et c'est vraiment pas le moment d'être divisé. Mhm. Donc il faut vraiment être aussi unis que les Iraniens le sont en Iran. Donc voilà. Mhm. C'est vraiment là, c'est un événement aussi grand que la chute du mur de Berlin. Et on doit connaître vraiment la valeur et se serrer les coudes plus que jamais et être fort. Se serrer les coudes, être fort, un moment exceptionnel, un moment inattendu, vous nous dites, Davoud Pahlavi. Vous voyez la fin donc du régime actuel en Iran, rapidement, d'après ce que je comprends, suivi, selon vous, d'un effondrement du Hamas et du Hezbollah. Que pensez-vous, puisque tout s'est quand même élargi? Ensuite, on viendra à la succession, on parlera de Reza Pahlavi. Mais est-ce que vous voyez, avec cet embrasement avec le Hezbollah depuis ce matin, que vous voyez la chute du Hezbollah? Alors moi je vois non seulement la chute du régime en Iran, mais avec la chute des proxys, ils n'auront plus de financement. Donc c'est toute la carte de la région qui va changer. Mmh. Donc la fin du Hezbollah, la fin du Hamas, aussi un grand espoir pour le peuple israélien qui est vraiment, je dirais presque, j'ai employé le mot martyrisé par le Hezbollah et le Hamas. Mmh. Donc c'est un changement incroyable qui est en train de se profiler. Vous êtes en train de parler d'un paysage politique au Moyen-Orient qui se trouverait donc profondément transformé. Vous voyez donc la fin du régime actuel, la fin du Hezbollah, la fin du Hamas. Question Davoud Pahlavi. Merci encore pour cet entretien que vous nous accordez, vous qui êtes exilé depuis des décennies en Suisse. Quelle est votre vision pour l'avenir de votre pays et avec, je parle au niveau politique, qui pourrait diriger le pays? Est-ce que Reza Pahlavi, comme on l'entend dire, serait peut-être l'homme providentiel à l'heure qu'il est, ou pas? Allô? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Je disais... je ne vous ai pas entendu, il y a eu un retour. Pas de souci, c'est compliqué, effectivement, les communications. Davoud Pahlavi, vous êtes en direction Europe 1, vous êtes le neveu de Reza Pahlavi. Je disais que vous voyez effectivement un changement profond du paysage politique au Moyen-Orient, la chute du régime actuel, la chute du Hezbollah, la chute du Hamas. Que pensez-vous de la transition politique à la tête de l'Iran? Comment voyez-vous? Allô, excusez-moi, il y a un retour, j'entends rien du tout. Alors, on va essayer de vous ravoir dans un instant. On vous rappellera pour vous poser cette question qui est capitale, puisque vous êtes le neveu de Reza Pahlavi. Je vous entends. Vous m'entendez? Ça y est, vous m'entendez. C'est ça la particularité, mais on tenait absolument à vous avoir. Que pensez-vous de la suite
politique au niveau de la tête de l'Iran, puisque vous venez de me parler de la chute du Hezbollah, du régime actuel, évidemment du Hamas aussi, mais au niveau politique, qu'est-ce qui pourrait se passer? Reza Pahlavi pourrait reprendre les rênes du pays? Alors, moi, sincèrement, je pense que mon cher cousin Reza Pahlavi est la meilleure personne pour prendre les rênes du pays. Maintenant, ça serait pour un gouvernement de transition, pour remettre le pays en marche. Mhm. Et après, c'est comme on dit, c'est la démocratie, donc qu'on désire tous. Et c'est le peuple qui choisira. Démocratie. Le peuple qui choisira. Oui, c'est vraiment un changement profond. Nous voulons la démocratie. Donc, oui, c'est-à-dire que c'est pas uniquement les bombes, c'est pas uniquement l'imposition d'un certain pouvoir, mais il faut de la démocratie. Oui, à Reza Pahlavi, mais il faut de la démocratie. Il faut que ça passe par le peuple. Dans les actes, oui. La démocratie et le peuple iranien qui a souffert depuis 47 ans mérite ça. Mm-hmm. Tous ces gens qui ont donné leur vie pour la liberté méritent le plus grand respect et les meilleures pensées, et on doit aller dans leur sens. On doit aller dans le sens de la démocratie, de la liberté, liberté des croyances, mais aussi la liberté tout court, la liberté comme on la vit ici. Donc, merci. Merci beaucoup, David Pahlavi. C'est un nouveau jour, je pense que c'est un nouveau jour plein d'espoir. Un nouveau jour en plein d'espoir, la liberté, la démocratie. Vous dites que c'est un moment exceptionnel, que c'est un moment inattendu. Vous voyez la chute du régime actuel, la chute du Hezbollah, la chute du Hamas. Et puis vous espérez Reza Pahlavi qui prenne les rênes du pays, mais par la démocratie. Merci David Pahlavi, petit-neveu du dernier Shah et prince impérial qui a vécu donc en Iran jusqu'en 1982. Oui, bien sûr, je vous entends. Et merci. Je voulais rajouter un mot, ce qui est le plus important, c'est la stabilité et la paix. Et c'est deux notions qui sont très importantes parce que tout le Moyen-Orient a beaucoup souffert de ce régime des ayatollahs, avec la violence, le sang, les tortures, les exécutions, enfin, un cauchemar. Et et le terrorisme. Donc, toute la région mérite autre chose que ça. Ce sont des pays, tous ces pays des pays qui ont beaucoup d'histoire, des peuples intelligents, qui méritent autre chose que des régimes moyenâgeux. Voilà. Merci infiniment David Pahlavi d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le petit-neveu du dernier Shah et vous êtes prince impérial. Vous avez vécu en Iran jusqu'en 1982. Vous appelez à la démocratie, vous appelez à la liberté, vous appelez au sursaut et vous appelez effectivement à ce que le peuple puisse pouvoir s'exprimer en toute liberté. On fait un tour de table. D'abord Farid Vaïd, vous êtes avec nous dans le studio d'Europe 1, chercheur en relations internationales, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès, enseignant à Sciences Po. Est-ce que vous craignez une escalade? Comment est-ce que vous voyez demain? Comment est-ce que vous analysez ce qui se passe au moment, en ce lundi 12h25, nous sommes sur Europe 1, où on sent qu'il y a eu un embrasement international? Comment vous voyez demain? Oui, c'est sûr que c'est très difficile, mais il faut essayer de garder la tête froide et d'analyser ce qui se passe sur le terrain. Alors sur l'escalade, on est en plein dedans. Je veux dire, le régime iranien a attaqué une base britannique sur l'île de Chypre hier. Vous avez des avions de chasse américains aujourd'hui qui ont été abattus, on ne sait pas, par les systèmes de défense antiaérienne iranienne ou pas. Et les Iraniens attaquent presque tous les pays de la région, et tout ceci, j'ai envie de vous dire, était tout à fait prévisible. Alors tous les analystes et les chercheurs sérieux savaient depuis déjà plusieurs semaines que la guerre était inévitable. Pourquoi ? Et la riposte aussi. Oui, parce que les conditions américaines pour un accord n'étaient pas acceptables par le régime, parce que les Américains voulaient la fin du programme nucléaire, mais aussi balistique, et la fin du soutien au proxy. Mais le programme balistique et le soutien au proxy, c'est les deux piliers de la doctrine militaire de la République islamique d'Iran. Donc, s'ils acceptent ça, ils acceptent de ne plus avoir de stratégie militaire et une doctrine de défense. Donc, ils n'allaient jamais l'accepter. Et si vous écoutiez les podcasts des pro-régimes depuis plusieurs semaines, ils disaient déjà qu'ils pensaient
pouvoir gérer une attaque américaine, mais que céder aux conditions américaines pour un accord était inacceptable. Et qu'est-ce que c'est la gestion de l'attaque américaine par le régime ? C'est, je vais le dire vulgairement, bordéliser toute la région. Bordéliser toute la région. On marque une pause pour le journal de 12h30 et on va revenir sur cette bordélisation de la région. On va revenir aussi avec Guillaume Lagan qui enseignait à Sciences Po pour avoir un peu son avis sur l'embrasement, et avec aussi Sépidé Farsi et Thomas Bonnet sur le rôle de la France. Et la France dans tout ça, on en parle dans un instant. On marque une pause sur Europe 1.